Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette formation, donc dernière formation accessible à tous. Donc effectivement les prochaines seront réservées aux clients. Donc je vous laisse, dans un premier temps je vous laisse lire l'avertissement sur les risques, donc le disclaimer. Pourriez-vous donc me confirmer sur le chat que le son est bon dans un premier temps et ensuite nous serons prêts pour commencer cette formation. Alors est-ce que le son est bon ? Oui, parfait. Alors on me confirme que tout est bon au niveau du son. Donc aujourd'hui, nous allons parler des différentes configurations de marché. Le but étant de vous donner les outils vous permettant de trader, quelles que soient les configurations, que nous soyons en tendance haussière, baissière ou en range. Donc nous allons aborder donc ces différents cas, étant donné que la plupart du temps, donc ça m'est arrivé à plusieurs reprises, des clients particuliers m'indiquent qui ne traitent pas étant donné que les marchés sont en range. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours étonné. Donc nous allons voir comment trader ces périodes-là, ces périodes d'évolution latérale des cours. Je vais vous donner également les outils pour trader au mieux une tendance haussière ou une tendance baissière. Donc vous avez bien vu l'avertissement sur les risques. Nous allons commencer donc cette formation. Adaptez-vous au marché, tendance, retournement ou range. Bien entendu, tout au long de cette formation, n'hésitez pas à me soumettre vos questions directement sur le chat. J'essaierai d'y répondre au fur et à mesure afin de clarifier tous les points de cette formation. Donc tout d'abord, les prérequis, donc les choses à savoir bien entendu pour maximiser donc les informations que je vais vous donner aujourd'hui. Tout d'abord, il faut savoir lire les chandeliers japonais. Donc ça c'est très très important. Donc ce que j'ai fait quand même, donc je vous ai préparé donc un slide par rapport à cela. On va regarder cela brièvement. Donc normalement, ça devrait être acquis. Si ce n'est pas le cas, donc très rapidement nous allons aborder ce sujet-là. Comme ça, nous allons mettre tout le monde au même niveau. Donc ça vous permettra de comprendre ce qu'est une mèche, ce qu'est le corps d'un chandelier japonais et donc à mieux décrypter les informations qui sont fournies par les chandeliers japonais, car nous allons aborder des combinaisons de chandeliers japonais qui vous donnent des informations cruciales, notamment quant au retournement de tendance. Ensuite, deuxième prérequis, très important, connaître les règles du money management. Donc bon, si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas un drame. Pas d'inquiétude, il y a pas mal de ressources à ce sujet-là. Sinon, n'hésitez pas à nous en parler directement au téléphone. On pourrait vous indiquer quelques ressources pour vous mettre au point sur le money management. Donc ça, c'est très très important. Je vais quand même vous parler du break-even quand même, ce que l'on appelle le point mort et la clôture partielle. Donc ce sont des petites astuces, si je puis dire, qui vous permettront donc de maximiser vos stratégies. Ensuite, troisième prérequis, très très important, le calendrier économique. Donc soyez toujours donc essayez de consulter régulièrement celui-ci, car effectivement certaines stratégies peuvent ne pas être, ne pas fonctionner lorsqu'il y a la publication d'une news importante. Donc là, ce sont des conditions de marché particulières, ce sont des moments où le risque est très élevé car il y a une très forte volatilité. Qui dit volatilité dit risque. Donc faites très attention à cela, essayez de constamment consulter le calendrier économique. Pour les débutants, bien entendu, je vous conseille de rester, de ne pas trader tout simplement lorsqu'il y aura la publication, lorsqu'il y a une news prévue. Donc voilà pour les prérequis. Nous allons commencer par des définitions. Donc premièrement, une tendance haussière. Qu'est-ce qu'une tendance haussière? C'est tout simplement une succession de sommets de plus en plus haut. Une tendance baissière, c'est une succession de creux de plus en plus bas. Un range, c'est une évolution latérale des cours. Donc pour l'instant, aucune difficulté, mais bon, c'est toujours bon de se mettre au point là-dessus. Donc voilà pour la partie définition. Nous allons à présent entrer dans le vif du sujet. Donc il y a plusieurs outils qui sont mis à disposition selon la tendance, que l'on soit en tendance haussière, baissière d'ailleurs, ou en évolution latérale des cours. Quels sont ces outils? Donc je précise également que je vous donne seulement quelques outils qui sont à mon sens les plus pertinents. Sachez qu'il y a de nouveaux indicateurs tous les jours, qu'il y a de nouvelles stratégies tous les jours, donc
vous ne pouvez pas tout connaître, le but étant de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous selon votre profil. Donc là, je vais vous parler d'outils assez simples et qui ont fait leurs preuves, hein, tout simplement. Donc dans un premier temps, lorsque nous sommes par exemple en tendance haussière, ou baissière d'ailleurs, une des stratégies consiste à travailler les cassures de support et de résistance. En marché latéral, cela va être différent, on va plus acheter un support par exemple, ou vendre une résistance. Nous allons voir des exemples concrets. Donc là, j'essaie déjà de synthétiser tous les outils mis à disposition selon les conditions de marché. Vous avez également les retracements de Fibonacci. Donc les retracements de Fibonacci qui reposent sur le nombre d'or. Donc c'est un nombre qui est présent dans l'art, qui est présent également vous retrouverez ce nombre-là dans plusieurs domaines, ce qui a un aspect assez, comment dire, si je puis dire, entre guillemets, magique. Donc le nombre d'or, donc les retracements de Fibonacci sont basés là-dessus. Vous pouvez les utiliser que nous soyons en tendance haussière ou baissière. Ensuite, vous avez les points pivots. Donc les points pivots également, lorsque nous sommes en tendance, sont très pertinents. Donc nous allons voir des exemples avec les points pivots, voir comment on utilise ces points pivots-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela est équivalent à travailler sur des cassures de support et de résistance. Simplement que les points pivots vous donneront ces niveaux de support et de résistance. En marché latéral également, il y a des stratégies de scalping. Donc je vais vous montrer ma stratégie de scalping lorsque nous sommes en range. C'est une stratégie assez simple qui combine le nuage Ishimoku aux bandes de Bollinger. Donc nous allons en parler à la fin si nous avons le temps. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'aller dans le détail par rapport à ma stratégie, mais je pourrais vous montrer un peu les règles de cette stratégie-là. Attention, je précise dès maintenant, cette stratégie donne de très très bons résultats sur le DAX. J'avais fait des tests sur le CAC 40 et sur l'euro USD, donc ça fonctionne beaucoup moins bien. Donc faites attention, gardez en tête que cette stratégie est à appliquer uniquement sur le DAX en scalping, donc je l'utilise principalement 1 minute. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'il y a certaines périodes, certains moments de la journée où elle fonctionne plutôt bien, notamment à l'ouverture des marchés, donc essayez là un peu après l'ouverture des marchés, plutôt vers 8h30 éventuellement. Les conditions sont parfaites sur le DAX pour appliquer cette stratégie de scalping. Vers 15h également, cela donne de bons résultats. Donc voilà, donc j'en parlerai plus en détail à la fin de cette formation. Ensuite, nous allons parler des figures de retournement et de continuation. Donc là, ça va nécessiter un peu plus de travail, effectivement, car dans un premier temps, il faut apprendre les différentes figures de retournement et de continuation. Ensuite, il faut, si je puis dire, éduquer votre œil, aller détecter. Donc il va falloir vous entraîner. Le mieux pour cela, bien entendu, est de s'entraîner en démonstration. Alors on me dit sur le chat qu'il n'y a pas d'image. Donc pouvez-vous me confirmer qu'il n'y a pas d'image, que je puisse voir si c'est un problème isolé ou si c'est le cas pour tout le monde. Avez-vous l'image? Avez-vous donc le PowerPoint qui s'affiche? Oui, effectivement, on me confirme que l'image est OK. Donc vous devriez avoir un problème. Essayez de vous connecter à partir de Google Chrome. Je pense que ça pourrait résoudre le problème éventuellement si vous êtes sur Mozilla. Donc n'hésitez pas à me tenir informé par la suite. Bon, on m'indique clairement que l'image est OK. Donc voilà, essayez avec Google Chrome. Donc voilà, nous allons continuer. Donc par rapport aux figures de retournement et de continuation, ce que je vous disais, c'est que donc voilà, il faut les connaître par cœur et il faut ensuite éduquer son œil. Éduquer son œil, ça veut dire scruter des graphiques, regarder les historiques et s'entraîner à les repérer. Donc ça, c'est quelque chose que l'on faisait en école de commerce avant de commencer à trader. On devait donc détecter ces figures-là, les répertorier. Le but étant bien entendu de s'habituer à les détecter rapidement, car la rapidité est une donnée très très importante en trading, donc c'est parfois ce qui va faire la différence. Nous avons tous les mêmes signaux d'achat ou de vente. Ensuite, ce qui va faire la différence, certains auront les signaux avant d'autres. Et voilà, donc ça, c'est pour cela que la rapidité est quelque chose de très très important dans le trading. Donc je vous invite à vous entraîner à repérer ces figures-là. Nous allons voir quelques-unes. En ce qui concerne le marché latéral, nous allons parler du rectangle, qui est une figure de range justement. Donc vous avez la possibilité d'une sortie de rectangle par le haut, par le bas. Je vais vous donner des règles de trading également.
des règles de money management. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est d'avoir déjà un peu d'expérience par rapport au money management. Donc voilà, donc si ça ne paraît pas très clair pour l'instant, là j'essaie simplement de vous synthétiser ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Nous allons rentrer dans le détail un peu plus tard, hein, donc pas d'inquiétude par rapport à cela. Ensuite, nous allons parler des patterns de chandelier. Donc les patterns de chandelier, c'est pour ça que je vous disais que l'important est de savoir lire l'information contenue dans les chandeliers japonais, car nous allons voir des combinaisons de chandeliers japonais. Peut-être que vous appelez cela les bougies, mais j'ai pour habitude d'appeler ça des chandeliers japonais. Hein. Donc je le précise pour ceux qui se posent la question. Donc nous allons voir des combinaisons de chandeliers japonais qui nous donnent une information notamment sur une continuation de tendance ou sur un retournement haussier ou baissier. Donc voilà, nous allons continuer cette présentation. Alors j'ai une question par rapport à la règle DR3 concernant le money management. Donc je vais y aller très vite car ce n'est pas le sujet du jour. Vous trouverez énormément donc d'informations là-dessus sur internet. Donc ça consiste simplement, par exemple, imaginons que le cours d'un actif lambda soit à 5. Vous anticipez une hausse, donc vous entrez à l'achat. À ce moment-là, il va falloir mettre votre stop loss à 4 et votre take profit à 8. C'est-à-dire l'objectif à plus 3, le stop loss à moins 1. Donc ça c'est la règle du R3 du money management. Pourquoi cette règle-là? Tout simplement car il vous suffit d'avoir un trade gagnant pour absorber 3 pertes. Donc concrètement, vous pouvez être gagnant si vous avez simplement 30% de bons signaux. Donc ça, c'est une règle de money management. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez faire des recherches sur Internet. Il y a pas mal de ressources là-dessus. Sinon, donc je vous le dis dès maintenant, vous avez un livre que je peux vous recommander qui est l'analyse technique des marchés financiers de Murphy. Vous trouverez énormément d'informations là-dessus, que ce soit concernant les indicateurs ou les retracements de Fibonacci, par exemple, toutes les figures de retournement de continuation, mais également les bases du money management. Donc l'analyse technique des marchés financiers de Murphy, hein, vous le trouverez très facilement sur Internet. Il doit coûter une 50aine d'euros. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent aller un peu plus loin sur le sujet. Donc voilà pour la règle du R3, donc sur le money management. Donc je peux pas m'attarder là-dessus, hein. Je suis désolé, j'ai pas mal de choses à voir avec vous. Donc je vais essayer quand même de rentrer dans le détail hein, sur ce qui nous importe aujourd'hui. Donc nous allons commencer par tendance baissière ou haussière. Travail sur cassure de support et résistance, mais également seuil psychologique et niveau historique. Donc vous pouvez travailler sur des cassures de support et de résistance. Comment trouver ces niveaux de support et de résistance? Donc il y a deux manières de le faire. Premièrement, vous avez des niveaux, des seuils, ce qu'on appelle des seuils psychologiques. Vous pouvez voir sur le graphique ici, par exemple sur le CAC 40, 5400 est un seuil psychologique. 5000 également est un seuil psychologique. Donc concrètement, il faut que ce soit un chiffre rond, tout simplement. Et ça va être un seuil psychologique assez fort, assez important. Petite précision, hein, les niveaux de support et résistance sont d'autant plus puissants qu'ils sont sur le long terme. Donc n'essayez pas de tracer des niveaux de support et de résistance sur du très court terme. Essayez de le faire sur du plus long terme car ce sera beaucoup plus pertinent. Ensuite, vous pouvez descendre sur une unité de temps inférieure, mais faites d'abord le tracé de ces niveaux de support et de résistance sur une unité de temps plus ou moins longue. Et ensuite, vous pouvez redescendre pour trader sur une unité de temps plus courte. Donc voilà pour les seuils psychologiques. Donc comme je vous l'ai dit sur le FRA 40, donc qui est le CFD CAC 40 notamment, donc vous avez un seuil psychologique à 5000, un autre à 5400. Ensuite vous avez un niveau historique qui est dans les environs de 5274 environ. Ça, vous le voyez effectivement. Vous pouvez le voir sur le graphique ici. C'est un niveau qui va travailler à maintes reprises. Et si vous vérifiez les historiques de cours, vous verrez que c'est un niveau qui aura tendance à revenir constamment. Donc ça, ce sont des niveaux effectivement qui sont assez puissants. Vous pouvez voir à ce niveau-là que les 5274 ont été testés par cette mèche. Encore une fois, ce niveau a été testé, mais n'a pas été franchi. Donc effectivement, lorsque l'on a un franchissement de ce type de niveau-là, ça peut être un niveau fort. Attention, il peut y avoir un pullback et éventuellement un retour en sens inverse. Donc il faut faire très attention tout de même. Il y a plusieurs
technique pour vérifier des niveaux de support et de résistance. Vous avez notamment la possibilité d'utiliser un oscillateur, un indicateur de volume. Donc ça également, ça permet donc de confirmer une cassure de support ou de résistance. Alors donc j'ai une question par rapport au replay de ces formations. Alors effectivement, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes client et vous souhaitez avoir un replay des formations. Nous allons donc vous envoyer les liens si vous souhaitez donc revoir ces vidéos. Donc voilà pour les niveaux de cassure et de résistance, mais également les seuils psychologiques et les niveaux historiques. Donc ça, vous pouvez le voir notamment en regardant les historiques de cours. Donc encore une fois, n'hésitez pas à aller dans les historiques, à regarder un peu ces niveaux-là, si ces niveaux ont tenu ou non. Il faut savoir que par exemple les figures chartistes reposent justement sur des statistiques. Donc c'est simplement des historiques de cours. On regarde, on voit telle figure, on voit que lorsqu'il y a eu cette figure-là, à 80% des cas, il y a eu un retournement de tendance. Donc on l'ajoute tout simplement sur la liste des figures de retournement. Donc tout se base sur des historiques de cours. Donc n'hésitez pas à le faire vous-même, à regarder un niveau de support et de résistance et à regarder un peu dans le passé ce qui s'est passé, si ce niveau a été un niveau depuis longtemps, s'il a tendance à tenir ou non. Et effectivement, si c'est le cas, lorsqu'il y a cassure, c'est un signal fort. Donc s'il y a cassure de support, c'est un signal de vente. S'il y a cassure de résistance, c'est un signal d'achat. Donc ça, c'est une stratégie de trading toute simple, n'importe qui peut l'appliquer. Il suffit de s'entraîner un petit peu et par la suite, donc normalement, ça donne de très très bons signaux d'achat ou de vente. Donc ce que vous pouvez faire également concernant, alors j'ai une question, qu'est-ce que vous appelez historique de cours? Les historiques de cours sont simplement, il suffit simplement de revenir en arrière sur votre graphique, c'est ce que j'appelle des historiques de cours. Par exemple, si vous regardez sur un graphique de 4 heures, ne vous contentez pas d'étudier ce qu'il y a sur votre graphique. Essayez d'aller un peu en arrière, de voir ce qui s'est passé par la suite, bien entendu une fois que vous aurez tracé vos lignes de support et de résistance. Donc lorsque je parle d'historique de cours, je parle bien entendu des cours précédents. Je parle si vous êtes en journalier, essayez de voir un peu plus loin dans le passé. Si vous êtes en 4 heures, n'hésitez pas à faire passer votre graphique sur la gauche, à voir ce qui s'est passé par le passé. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que d'une manière générale, la bourse a une tendance à être cyclique. Donc ce sont des événements qui vont se reproduire dans le temps, indéfiniment. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger justement les historiques de cours. Donc voilà pour cette question. Donc voilà, pour tous ceux, je le répète, je vois qu'il y a beaucoup de demandes par rapport au replay. Pour tous ceux qui veulent avoir accès au replay, n'hésitez pas à contacter directement votre référent, à envoyer un email concernant cette demande. On pourra vous envoyer donc les liens qui vous permettront d'accéder au replay des formations. Je vous répète bien entendu que c'est la dernière formation accessible à tous. Les prochaines seront accessibles uniquement aux clients. Donc voilà. Donc ensuite, j'en étais où? Voilà. Donc par rapport à ce graphique, vous voyez donc précédemment, j'ai simplement tracé des niveaux de support et de résistance, que ce soit des seuils psychologiques ou des niveaux historiques. Ici, donc vous voyez ce que vous voyez donc à l'écran, donc ce sont les mêmes niveaux, mais avec un indicateur technique qui est Ishimoku. C'est l'indicateur sur lequel je trade, donc personnellement j'utilise mon indicateur pour définir des niveaux de support et de résistance. Vous pouvez faire la même chose si vous tradez avec un indicateur en particulier, quel qu'il soit. Les indicateurs doivent vous donner certains niveaux de support et de résistance. Même une moyenne mobile vous donne un niveau de support ou de résistance. Une moyenne mobile 200, ça vous pouvez le voir par exemple sur les indices boursiers, va être un support extrêmement fort. Vous pouvez le voir sur la semaine dernière par exemple, tout simplement sur le CAC et le DAX, sur tous les indices d'une manière générale, la moyenne mobile tient le coup. Elle a été testée à maintes reprises en journalier, mais elle tient le coup. Donc les moyennes mobiles également peuvent être des niveaux de support et de résistance. Donc moi personnellement, étant donné que je trade avec Ishimoku, je ne vous incite pas à utiliser cet indicateur, mais c'est simplement pour vous montrer le fait que votre indicateur technique, votre stratégie peut également vous donner des niveaux de support et de résistance. Donc je vous donne simplement plusieurs outils pour déterminer ces niveaux-là. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu cet indicateur, vous pouvez voir, vous le savez très bien, donc la SSB à l'horizontale est un niveau de support et de résistance très très fort. Donc j'ai simplement prolongé mon niveau de SSB horizontal ici, mais ici également j'ai un niveau de SSB horizontal et vous voyez que ces deux niveaux-là correspondent justement au niveau que j'ai tracé précédemment et effectivement qui ont été testés à plusieurs reprises.
Alors petite précision, ce qu'il faut savoir, c'est que l'on considère qu'un niveau de support ou de résistance en est un à partir du moment où il y a eu 3 points de contact avec les cours. Si vous avez eu seulement 2 points de contact, ce n'est pas suffisant. Il faut attendre un 3e point de contact pour estimer que ce niveau-là est support ou résistance. Je rappelle également qu'un support va supporter les cours. Donc normalement les cours sont au-dessus. Donc vos chandeliers japonais sont au-dessus du support. Une résistance va résister et empêcher les cours de partir à la hausse. Donc concrètement, les chandeliers japonais sont en dessous d'un support. Donc voilà pour cette petite clarification, notamment concernant les supports et résistances. Donc je récapitule, n'hésitez pas à utiliser l'indicateur que vous utilisez pour déterminer ces niveaux-là. Ensuite, vous pouvez bien entendu tout combiner avec les seuils psychologiques, et en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, j'ai utilisé les niveaux de SSB horizontal qui sont des niveaux de support de résistance de long terme, donc sur 52 périodes pour être précis, donc qui sont extrêmement forts. Je les ai utilisés pour tracer ces niveaux-là, mais j'ai utilisé également les seuils psychologiques et vous verrez à ce niveau, vous avez une SSB horizontale qui va correspondre à un seuil psychologique, donc cela se rejoint. Donc voilà, ça c'est pour la petite précision. N'hésitez pas à le faire avec n'importe quel indicateur. Normalement, la plupart devraient vous donner des niveaux. Ensuite, vous pourrez ajouter les seuils psychologiques. Ensuite, nous allons aborder à présent les retracements de Fibonacci. Donc c'est assez simple pour les retracements de Fibonacci, il n'y a pas de secret. Il suffit de sélectionner l'indicateur, enfin le bouton retracement de Fibonacci sur la X-station. Vous pouvez le faire également sur la MT4. Lorsque je parle de la X-station, tout cela est possible également sur la MetaTrader 4. J'utilise pour cette présentation des graphiques issus de la X-station 5, car c'est la plateforme que j'utilise pour mon trading personnellement. Donc j'aurais pu faire la même chose sur la MT4, pas d'inquiétude pour ceux qui préfèrent la MetaTrader 4. Donc pour utiliser les retracements de Fibonacci, la seule difficulté, si je puis dire, même si ça n'en est pas une, il faut sélectionner l'amplitude du mouvement précédent. Donc ici, vous voyez que nous avons eu un mouvement haussier, puis un retournement à ce niveau-là. Donc il suffit de sélectionner l'indicateur retracement de Fibonacci, de cliquer sur le début du mouvement, rejoindre le haut du mouvement, c'est-à-dire sélectionner l'amplitude du mouvement précédent, et la X-station 5 va tout simplement vous tracer par elle-même différents niveaux, qui sont les niveaux de Fibonacci tout simplement. Le niveau le plus fort est le retracement 50%, mais chacun a son importance. Le 61,8% également, le 38,2% aussi est très très fort. Mais ne négligez aucun de ces niveaux-là. Alors à partir du moment où vous avez tous les retracements de Fibonacci, ça va être extrêmement simple, vous pouvez jouer sur les cassures de ces niveaux-là. On va prendre un exemple, donc imaginons que que nous sommes aujourd'hui sur cette bougie ici, cette bougie rouge, ce chandelier rouge, car je n'aime pas appeler cela des bougies, car concrètement ce sont des chandeliers japonais, c'est différent, il faut faire la différenciation entre les deux. Donc à ce niveau-là, nous avons une cassure du retracement de Fibonacci de 23,6%, donc c'est un signal de vente. Donc concrètement à ce niveau, je serais rentré à la vente et j'aurais mis un objectif tout simplement au prochain niveau. Et vous, comme vous pouvez le voir, l'objectif aurait été atteint très très rapidement, sans souffrir, donc j'empochais mes gains. Donc un objectif atteint très très rapidement. Donc c'est aussi simple que cela. Les retracements de Fibonacci vont vous donner des niveaux de support et de résistance, vont vous donner des signaux d'achat ou de vente, mais également vont vous donner vos objectifs et pourquoi pas vos stop loss. Donc ça vous donne également, ça vous mâche le travail en termes de money management. Donc concrètement, comme je vous l'ai dit ici, signal de vente. Attention, lorsqu'il y a une cassure, que ce soit de support et de résistance, je ne l'ai pas précisé, attendez clôture de la bougie pour que le signal soit valide. Effectivement, il arrive très très souvent que l'on ait donc une mèche, c'est-à-dire que le cours recule, comme ici, tout simplement, la bougie précédente, ici, nous avons eu une mèche. Il faut savoir qu'à un moment, la bougie était à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas considérer que cela était un signal. Il faut attendre la clôture du chandelier, de la bougie, pour estimer que le signal est validé. Donc ici, le signal a été invalidé. Le signal a été validé au chandelier japonais qui a suivi. Donc ici, nous avons eu une clôture de l'autre côté du retracement de 23,6% de Fibonacci. Donc le signal a été validé. Je pars à la vente. Mon objectif à ce niveau-là. Ensuite,
Au niveau du stop loss, personnellement, je l'aurais mis un petit peu plus au-dessus du niveau auquel je suis entré en position pour ne pas me faire stopper inutilement. Donc j'évite de le mettre pile poil au niveau du retracement de Fibonacci. Donc voilà pour les règles de trading sur Fibonacci. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très très simple. On aurait pu de la même manière rentrer à l'achat ici, hein, étant donné que nous avons eu une cassure du niveau suivant. Mais cette cassure a été invalidée. Nous avons eu un retour à la hausse ici. On peut le voir par cette bougie verte. À la clôture, c'est un signal d'achat. Donc je ne vais pas entrer à l'achat ici. Comme précédemment, j'aurais mis mon stop loss à ce niveau-là. Et effectivement, je me serais fait stopper ici. Donc je ne prends pas de risque, je suis stoppé, même si le cours part à la hausse. Ensuite, bien entendu, j'ai parlé de break-even au début, c'est un prérequis. Ça, c'est quelque chose qui peut vous permettre de vous rassurer dans votre trading. Le break-even, ça consiste, c'est le fait de mettre son stop-loss à son point d'entrée. À partir du moment où le marché part dans votre sens, vous pouvez faire ça, mettre votre stop-loss au break-even, le remonter à votre point d'entrée. Comme ça, si votre stop-loss est touché, vous n'avez aucune perte. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun sur les marchés. N'hésitez pas à le faire éventuellement. Donc le break-even, donc c'est un prérequis. Vous pouvez faire des recherches là-dessus sur Internet hein, si vous voulez aller plus loin, mais c'est assez simple d'utilisation. Donc voilà, donc j'ai une question, je trade en intraday, je n'utilise jamais Fibonacci, est-ce qu'il est fiable sur ces périodes? Alors oui, effectivement, je vous confirme que Fibonacci également donc est très pertinent, hein, quelle que soit l'unité de temps. En intraday également, hein, vous pouvez utiliser Fibonacci et les règles sont similaires. Hein, donc n'hésitez pas à utiliser Fibonacci. D'ailleurs, ce graphique-là, c'est assez rare hein, que je sois en journalier. Personnellement, je ne trade jamais en journalier. Hein. Je vais en fait regarder mes graphiques en journalier pour voir la tendance, pour voir le climat en fait. Par la suite, je vais descendre en unité de temps, ça va me permettre en fait de zoomer. Je vais décomposer une bougie journalière en plusieurs bougies pour avoir beaucoup plus de précision. L'idéal, bien entendu, étant d'acheter au plus bas, de vendre au plus haut. Lorsque l'on est en journalier, c'est assez difficile de détecter ces points-là. Donc le mieux, c'est de regarder en fait le climat, de regarder la tendance sur du journalier, voir un petit peu comment se comporte l'actif en question, ensuite descendre sur une unité de temps inférieure pour faire tout ce qui est du trading pur. Hein. Le trading, ça va être de la gestion de position, donc trouver son point d'entrée, son point de sortie. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question hein, concernant l'intraday. Donc pour résumer, n'hésitez pas à utiliser Fibonacci, quelle que soit l'unité de temps sur laquelle vous tradez. Donc voilà, donc là j'ai tout simplement superposé les retracements de Fibonacci et également les niveaux que j'avais trouvés précédemment, c'est-à-dire les niveaux, les seuils psychologiques et les niveaux historiques. Vous pouvez voir que ceci se superposent pratiquement. Donc voilà, donc concrètement, comme je vous le disais, il y a des milliers d'indicateurs, mais ceux-ci vont vous donner presque tous la même information. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé donc les niveaux historiques. Pour être plus précis, j'ai prolongé les niveaux horizontaux de ma SSB sur Ishimoku, ça m'a donné un niveau qui coïncide avec un des retracements de Fibonacci. Ici, j'ai un seuil psychologique qui correspond presque à un niveau de retracement de Fibonacci. Ici, le niveau de retracement de Fibonacci de ce niveau-là en question, le 38,2, correspond exactement au pixel près à un niveau de SSB horizontal. Donc voilà, quel que soit l'outil que vous utilisez, sachez que vous aurez pratiquement la même information. La différence sera comment vous interprétez cette information et quelle est votre rapidité d'exécution. C'est pour ça que je vous conseille de trader sur des petites unités de temps, ce qui vous permettra d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus rapide et donc augmentera vos chances d'acheter au plus bas et de vendre au plus haut, ce qui est bien entendu le but ultime du trader. Donc voilà pour cette petite précision, tout simplement pour vous montrer que quels que soient les outils que vous utilisez, les informations seront les mêmes. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a d'autres choses qui font la différence. Ensuite, vous avez cet outil-là, qui est également très très connu, donc ce sont les points pivots. Personnellement, j'utilise les points pivots lorsque nous sommes en tendance très marquée, haussière ou baissière, sur du 1 minute, voire du 5 minutes. Là pour l'exemple, encore une fois c'est du journalier, mais comme je vous l'ai dit personnellement je l'utilise vraiment sur du très court terme, car je trouve que cet outil est vraiment redoutable hein, pour le scalping, donc n'hésitez pas à faire vos tests. Je l'utilise également sur le DAX. Sur le DAX, pour ma stratégie de scalping, j'ai deux stratégies différentes, que nous soyons en range ou que ce soit un marché directionnel. Lorsque le marché est directionnel, c'est-à-dire haussier
ou baissier, j'utilise principalement les points pivots sur du 1 minute. Lorsque le marché est en évolution latérale, j'utilise le nuage Ishimoku et les bandes de Bollinger. Je vous en parlerai brièvement. J'aurai l'occasion d'aller plus dans le détail, de faire une formation peut-être dédiée à cette stratégie, pourquoi pas, mais je pense que ce sera exclusivement aux clients. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire toutes les formations accessibles pour tous. Donc déjà là, je vous donne pas mal d'outils. Ça vous permettra de vous entraîner en démonstration. Pour la suite, je verrai, pourquoi pas vous présenter ma stratégie de scalping dans le détail et pourquoi pas en faire une démonstration donc en conditions normales de scalping en direct, pourquoi pas lors d'une formation. Donc voilà, donc par rapport aux paramètres des points pivots, j'utilise les points pivots classiques. Je vois que j'ai une question par rapport à cela, il y a plusieurs points pivots. J'utilise simplement les points pivots classiques. Ensuite, vous avez également les points pivots Fibonacci qui sont pas mal du tout. Mais en fait, l'idée, n'essayez jamais en fait de faire exactement comme un trader ou un autre. Essayez tout. Comprenez l'outil mathématique, car les indicateurs techniques sont des outils mathématiques. Essayez de comprendre l'outil mathématique et adaptez-le à vous. Ne vous adaptez pas à un indicateur. Voyez, testez tous les différents points pivots, voyez ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous donne les meilleurs résultats. Donc ça, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. J'ai moi-même perdu beaucoup de temps à essayer d'imiter des stratégies de traders plus ou moins connues. Ça n'a jamais marché pour moi. À partir du moment où j'ai décidé de mettre en place ma propre stratégie, donc j'ai commencé à mieux comprendre les fonctionnements des marchés et notamment la pertinence d'une stratégie qui est personnelle. Car nous avons tous des profils différents, que ce soit psychologique ou autre. Par exemple, certains n'aiment pas garder des positions ouvertes durant la nuit, c'est mon cas, donc c'est pour ça que je m'oriente plus vers du scalping. Ensuite, il y a également une contrainte de temps. Donc nous sommes tous différents, nous avons un profil d'investisseur différent. Donc essayez d'adapter les indicateurs à votre profil et non l'inverse. N'adaptez pas votre profil aux indicateurs. Donc ça, c'est une erreur à ne pas faire. Donc voilà concernant les points pivots. Nous allons parler à présent d'une autre configuration de marché, le range. Alors pourquoi j'ai tenu à parler des ranges? Parce qu'effectivement, donc très souvent on m'a indiqué, donc des traders particuliers m'ont indiqué être assez déçus par les marchés lorsqu'il n'y a pas énormément de volatilité, les marchés sont en range, ils ne savent pas trop que faire, ils ne peuvent pas trader soi-disant. Alors il faut savoir que les ranges sont des configurations très très simples à trader et où le risque est très très faible, car la stratégie qui repose là-dessus est extrêmement simple. Vous êtes dans une configuration de rectangle. Tout ce que vous avez à faire, c'est tout simplement acheter vendre le haut du rectangle et acheter le bas du rectangle tout simplement. Vous pouvez pour votre money management mettre un objectif au centre de ce rectangle. Par exemple, à ce niveau-là, on aurait pu vendre ici. Bon, ensuite, libre à vous de garder la position ou non lorsqu'il y a donc une sortie de rectangle. À confirmer sur les volumes si la sortie par le haut du rectangle est pertinente ou non. Les volumes, lorsqu'il y a une hausse, vous donnent une indication. Si les volumes sont élevés, s'il y a un pic de volume, donc vous avez sur la X-Station 5 l'OBV, donc l'Open Balance Volume, qui vous donne cette indication-là. Si vous voyez une hausse de l'OBV à ce niveau-là, vous pouvez considérer que la cassure est effective par le haut. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas une vente qu'il faut prendre. Il vaut mieux clôturer le trade et repartir à l'achat. Donc là, j'imagine que l'OBV était assez faible à ce niveau-là. Donc on peut en conclure que la cassure était juste une fausse cassure. Et effectivement, on a eu un retour dans le rectangle. Ici, le retour dans le rectangle est un très très bon point de vente. On peut mettre l'objectif au milieu du rectangle et laisser le cours aller tranquillement vers notre objectif. De la même manière, le raisonnement s'applique sur le côté bas du rectangle, sur la borne basse. Ici, lorsque cette mèche vient toucher le bas du rectangle, on entre à l'achat, on met notre objectif au milieu du rectangle. Cet objectif va être atteint très rapidement pour voir ensuite les cours évoluer vers le bas du rectangle, ce qui nous donne encore une fois un point d'achat. Donc vous le voyez, c'est très très simple d'utilisation. Les ranges sont des configurations de marché très simples à trader, donc ne les négligez surtout pas. Alors ensuite,
si vous utilisez comme moi Ishimoku, effectivement, à mettre de côté, vous n'avez pas besoin d'Ishimoku lorsque le marché est en range. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Ishimoku est un outil de tendance, donc il n'est pas pertinent lorsque nous sommes en range. Mais comme vous l'avez vu, vous n'avez pas besoin d'indicateur lorsque le marché est en range, hein. Donc si vous êtes dans une condition de marché similaire, donc voilà, vous réjouissez-vous, hein, vous avez la possibilité d'avoir des signaux d'achat et de vente tout simplement en traçant votre rectangle sur le graphique, hein. Vous avez tous ces outils-là. Tout ce que j'ai fait ici a été fait sur la X-Station 5, hein. Tous ces outils-là, vous les retrouverez par défaut sur la plateforme. Donc voilà pour les ranges, hein. Comme vous pouvez le constater, c'est assez simple. Nous allons passer à présent, donc voilà une configuration, tout simplement nous avons un canal baissier et un rectangle. Car pour les tendances haussières ou baissières, vous avez également la possibilité de la même manière qu'un rectangle de trader votre canal tout simplement. Donc vendre le haut du canal, acheter le bas du canal. Donc voilà, donc ça c'est juste à titre informatif, hein. Comme vous pouvez le voir, vous avez une multitude de stratégies, quelles que soient les conditions de marché. Ensuite, à vous de voir sur quelle stratégie vous êtes le plus à l'aise, hein. Il n'y a pas de recette magique. À présent, je vous donne des outils. Car l'analyse technique, c'est quoi? Nous allons en parler tout à l'heure. L'analyse technique, c'est une boîte à outils. L'analyse technique met à votre disposition plusieurs outils. Ensuite, à vous de piocher dans cette boîte à outils, voir ce qui vous correspond, voir ce qui fonctionne le mieux. Ce que je fais aujourd'hui, je vous présente plusieurs outils que vous pouvez appliquer en démonstration, voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Si un outil ne fonctionne pas, mettez-le de côté, testez un autre outil, tout simplement. Donc, l'analyse technique est je le répète, une énorme boîte à outils. Donc, n'hésitez pas à piocher dedans et à tester tous les outils qui sont mis à votre disposition. Donc à présent, donc voilà, ça tombe bien, je vais vous parler justement. Donc ça, je pense, bon, j'aurais peut-être dû le faire au début, mais nous allons voir nous allons voir d'une manière synthétique ce qu'est l'analyse technique. Donc vous savez, donc pour le trading, la base du trading, ce sont les historiques de cours. Ça, c'est la première information que nous avons lorsque nous ouvrons la plateforme. Vous êtes d'accord avec moi, vous avez tous des graphiques. Ces graphiques, ce sont tout simplement des historiques de cours. L'idée, c'est tout simplement de de maximiser les informations que vous pouvez tirer de ces historiques de cours. Pour cela, vous avez, donc je le disais juste avant, justement, vous avez cette boîte à outils qui est l'analyse technique. Mais pas seulement l'analyse technique, hein. Dans cette boîte à outils, vous avez les indicateurs techniques, le chartisme et des méthodes. Alors par exemple, Ishimoku peut être classé dans les méthodes, comme dans les indicateurs techniques. Vous avez plusieurs autres méthodes, hein. Vous avez les vagues d'Elliott par exemple, qui est une méthode. Donc voilà. Voilà la boîte à outils, les trois familles d'outils disponibles dans cette boîte à outils. Je répète, le chartisme, les indicateurs et les méthodes. Ensuite, vous avez, de chacun des côtés, vous avez des constantes. Donc à gauche, les constantes sont les patterns statistiques. Les patterns statistiques, nous allons en parler. Ce sont les figures de retournement ou de continuation. Nous allons parler des doubles top, des doubles bottom, triple top, triple bottom. Ça, ce sont des patterns statistiques, c'est-à-dire ce sont des figures qu'ont formé les cours par le passé, et statistiquement, après des études, hein, nous avons constaté qu'à la sortie de ces figures chartistes, il y avait soit un retournement de tendance ou une continuation. Donc on peut estimer qu'à 75, voire de mémoire 85% des cas, on peut estimer qu'à l'issue de telle ou telle figure de retournement, à 85% des cas, il y a un retournement de tendance. Donc ça, ce sont des patterns statistiques. Ce sont des choses qui que l'on a pu observer et observer et observer plusieurs fois. Donc statistiquement parlant, il y a X% de chances qu'il y ait un retournement après la formation de telle ou telle figure. Donc ça, ce sont pour les patterns statistiques. Donc à la gauche de notre schéma, c'est pour les constantes. À droite, vous avez la gestion des capitaux. Et ça, c'est le money management. Donc ça, bon, j'en ai parlé brièvement au début. Donc concrètement, si on regarde donc ce schéma, ça c'est toutes les choses, je ne dis pas que vous devriez donc maîtriser, mais essayez donc d'utiliser un maximum dans vos stratégies pour la maximiser. Après, vous pouvez bien sûr trader uniquement sur des cassures de support et de résistance, sans avoir connaissance de tout cela.
Mais avec l'expérience, je vous invite donc à creuser donc dans ce sens-là, dans le sens des constantes. Ça, nous allons le voir ensemble. Le money management, j'en ai parlé brièvement. Vous trouverez énormément de ressources par rapport à cela, et c'est extrêmement important car c'est ce qui fait la différence entre les traders professionnels et les traders particuliers débutants. Je dis bien débutants, hein, car il y a des traders particuliers effectivement qui peuvent être aussi efficace, voire plus efficace que des professionnels. Donc le money management va faire la différence. Et ensuite, vous avez cette magnifique boîte à outils qui est dans lequel nous pouvons retrouver le chartisme, les indicateurs et les différentes méthodes. Donc voilà pour ce petit schéma. Donc c'est simplement pour clarifier les choses avec vous, pour que vous ayez une vision d'ensemble de tout ce qui est mis à votre disposition et pour que vous puissiez un peu vous situer par rapport aux outils que je vous donne aujourd'hui lors de cette formation. Nous pouvons donc continuer à présent sur les figures chartistes. Donc voilà, donc ça c'est assez académique, hein. Donc ça c'est le double top, ou en français, donc j'utilise une terminologie anglo-saxonne, en français ça s'appelle un double sommet. Je vais vous expliquer les règles de trading, comment déterminer si cette figure-là est pertinente ou non. Donc tout d'abord, vous pouvez voir ici, vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle un double sommet, car vous avez tout simplement deux sommets qui se forment après donc un mouvement haussier. Donc ici vous voyez un mouvement haussier, le A ici c'est l'amplitude du mouvement. Alors vous comprendrez pourquoi, hein. J'ai marqué le A ici et le H, et ça c'est la hauteur de la figure, car il y a une règle pour que cette figure chartiste soit pertinente. La règle est la suivante: la hauteur de la figure doit être inférieure à la moitié de l'amplitude du mouvement précédent. Donc nous allons vérifier si cela est vérifié. Donc nous avons cette amplitude-là. Vous pouvez constater que la moitié de l'amplitude du mouvement correspond à peu près à cette distance-là. Et effectivement, la hauteur de la figure, donc la figure commence ici, à ce niveau-là, au premier creux, et se termine à ce niveau-là, au sommet. Donc effectivement, la hauteur est inférieure à la moitié de l'amplitude du mouvement précédent. On peut considérer que nous avons affaire à un double top. Donc n'hésitez pas à me poser des questions ou à me couper si ce n'est pas clair, hein, pour que je recommence mon explication. Donc essayez de me suivre, car ça c'est un outil redoutable et qui fonctionne très très bien. Alors effectivement, vous avez des doubles tops, hein, qui peuvent être invalidés, mais habituellement ça fonctionne très très bien. Donc là, ok, premier critère validé. Je répète, nous avons la hauteur de la figure, ici, inférieure à la moitié de l'amplitude du mouvement. La figure est bien une figure de double top. Donc à présent, nous allons attendre, donc nous allons tracer une ligne ici. Au niveau du premier creux, nous allons tracer une ligne horizontale. Cette ligne horizontale s'appelle la neckline en anglais, en terminologie anglo-saxonne. En français, nous allons l'appeler la ligne de coup. Cette ligne de coup va nous donner le signal de vente. À partir du moment où je vais avoir cassure de la ligne de coup, je vais avoir un signal de vente. Donc je vais entrer à la vente à ce niveau-là. Et pour placer mon objectif, je vais simplement reporter la hauteur de la figure, la reporter vers le bas, et ça va me donner mon objectif. Donc je prends la hauteur de la figure à partir de la ligne de coup. Donc il suffit de regarder combien nous avons de points ici ou de pips, hein, selon que nous soyons sur du FX ou sur des indices ou sur des matières premières. Donc regardez de combien de points, on va parler en points, ça va être plus simple, hein, mais comme je vous l'ai dit, ça aussi ça s'applique à tous les actifs, hein, et j'insiste vraiment sur tous les actifs. Donc vous prenez la hauteur, vous la reportez à partir de la ligne de coup vers le bas, ça vous donne votre objectif. Et l'objectif a été atteint très très vite à ce niveau-là, et même au pixel près, hein. Là, je vous donne vraiment des outils de professionnels, hein. Je ne vous donne pas des outils terre à terre, je vous donne vraiment des choses, des outils mathématiques et très simples à comprendre. Après, effectivement, j'essaie de vous donner l'outil dans son ensemble. Donc c'est pour ça que je vous donne ici la règle. Ce n'est pas quelque chose qu'on vous donnera, hein. Vous ne trouverez pas cette règle sur Internet. C'est quelque chose vraiment que connaissent les professionnels. C'est des choses que j'ai appris moi-même lors de mes cours d'analyse technique en école de commerce. C'est pas quelque chose que j'ai retrouvé sur une vidéo YouTube ou autre, hein. Donc vraiment, c'est quelque chose de puissant que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui, hein, pour votre trading.
Donc j'espère que j'ai été assez clair. Si vous avez compris ce que je vous explique depuis tout à l'heure sur les doubles tops, vous comprendrez toutes les figures chartistes. Donc est-ce que c'est OK pour tout le monde par rapport au double top? Ensuite, alors pas d'inquiétude, hein, je vois que j'ai eu des questions par rapport à l'OBV, l'Open Balance Volume. Pas d'inquiétude, hein, je vais revenir là-dessus tout à l'heure. On verra sur la plateforme concrètement hein, les indicateurs de volume et comment les utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout simplement, lorsque les cours testent un niveau de support ou de résistance, si l'on voit une hausse considérable du volume à ce moment-là, on peut estimer que la cassure va être effective. En revanche, si l'on a un test d'un niveau de support et de résistance et l'on voit que les volumes sont faibles, on peut estimer que c'est un simple test et qu'il n'y aura pas cassure. Nous allons en parler un peu plus tard, hein. Nous allons voir sur la plateforme si on a le temps. Cette formation devait durer une demi-heure, mais je tiens vraiment à faire les choses bien. Donc excusez-moi hein, si on déborde un peu. Nous avons déjà débordé de 15 minutes, mais je vais quand même aller jusqu'au bout. La formule du double top, alors on me demande l'explication. On me demande donc la formule, la règle. Donc la règle, plus d'explications par rapport à cela. D'accord. Alors regardez donc ce mouvement-là. Ici, vous avez un mouvement haussier. Ensuite, vous avez la formation d'un double top. On va imaginer qu'on se situe à ce niveau-là des cours. On va imaginer que ça n'existe pas. Ça, c'est le futur. C'est ce qui va se passer demain, après-demain, et ainsi de suite. Nous sommes à ce niveau-là. Donc là, je me dis, tiens, ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression de voir la formation d'un double top, d'un double sommet. Donc, comment le vérifier? Comment savoir si c'est effectivement un double top ou non? Ce que je vais faire, je vais mesurer l'amplitude du mouvement précédent. Précédemment, nous avions eu un mouvement haussier qui a débuté à ce niveau-là, qui s'est terminé au sommet de mon premier top. Voilà le sommet du premier top, le sommet du second top. Petite précision effectivement, il y a une autre chose à vérifier, il faut que le second top ne parvienne pas à faire un plus haut. Donc de préférence, le second top doit être en dessous du premier. Donc ça c'est quelque chose à savoir également, ce n'est pas toujours vérifié, mais si vous voyez que c'est vérifié, c'est bon signe. Je vois que j'ai d'autres questions, donc je reviendrai plus tard aux questions. J'essaie juste de terminer cette explication-là pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc voilà, donc nous nous situons environ à ce niveau-là. Je prends l'amplitude du mouvement. J'essaie de regarder en termes de points, de combien est mon amplitude du mouvement précédent. Donc le mouvement a commencé ici, c'est terminé ici. Je projette ces points-là, j'arrive environ grossièrement à 16. Je projette ce point-là, on va dire ici, on va dire que j'arrive à 22. Donc ici, concrètement, j'aurai une amplitude de 6. De 6 points. Pourquoi 22 moins 16. Donc mon amplitude est égale à 6. Voilà pour l'amplitude. Ensuite, je regarde la hauteur de ma figure. La hauteur de mon premier top. Donc mon top a débuté à ce niveau-là. Ici, nous avons un creux qui va aller vers le sommet. Je projette ce point-là ici, grossièrement 21. Je projette le sommet ici, nous allons dire grossièrement 22. Donc nous avons une hauteur de 1. La règle, tout simplement, il faut que la hauteur soit inférieure à la moitié de l'amplitude. Nous avons dit, pour résumer, que nous avons une amplitude de 6, nous avons une hauteur de 1. Nous allons vérifier la règle. Donc la hauteur 1 doit être inférieur à la moitié de 6, donc à 3. Donc ici, 1 inférieur à 3. C'est QFD. Donc la règle est bien vérifiée. Nous avons bien affaire à un double top. Ensuite, je projette la hauteur à partir de la ligne de coup, ce qu'on appelle la neckline en terminologie anglo-saxonne. La hauteur va être projetée. Donc nous avons une hauteur de 1 grossièrement, nous l'avons dit. Donc ici, je vais projeter 1 vers le bas et ça va être mon objectif. Donc lorsque l'on arrive à 1 vers le bas ici, je clôture mon trade. Donc voilà, j'espère qu'à présent c'est beaucoup plus clair par rapport à cela. Nous avons pris un exemple concret pour la règle du double top. Donc je regarde les autres questions. H1, H4, oui, alors effectivement, les figures chartistes sont valables quelle que soit l'unité de temps, donc n'hésitez pas, si vous arrivez à en détecter, n'oubliez pas les règles de validation d'un double top, hauteur inférieure à la moitié d'amplitude, c'est très simple, vous pourrez l'appliquer quelle que soit l'unité de temps, que ce soit du H4 ou du H1. Ça m'arrive donc très souvent d'ailleurs, j'ai pu détecter de très très bons double tops sur du H1, donc n'hésitez pas à le faire, vous pouvez même chercher sur du H4, amusez-vous à retrouver ces figures chartistes pour vous entraîner. Ensuite, vous
vous arriverez à les détecter très très rapidement. Encore une fois, l'idée étant d'éduquer votre œil pour détecter ce type de figure-là sur les marchés. Donc parfait. Ensuite, oui, donc très bonne question. Pour le top, on prend à partir de la bougie, pas de la mèche. Alors effectivement, le mieux est de prendre en considération le sommet à partir du corps. C'est ce qu'on appelle le corps d'une bougie. Et non de la mèche. Alors voilà pour cette question. Donc les mèches effectivement peuvent un peu fausser le calcul, surtout si nous avons une très grosse mèche. Donc essayez d'éviter de prendre en considération celle-ci et basez-vous sur le corps d'une bougie. Donc voilà, nous allons essayer de passer quand même aux autres figures. Bon, comme je vous l'ai dit, si vous avez compris le principe de ces figures-là, vous n'aurez aucun mal pour la suite. Ici, nous avons un double bottom. De la même manière, double bottom, donc ça c'est en terminologie anglo-saxonne, donc ce serait en français un double creux. Un double creux tout simplement. Donc ici, vous pouvez le voir, le premier creux à ce niveau-là, le second creux. Encore une fois, vous pouvez appliquer la règle. Donc vous voyez que le second creux ne parvient pas à faire un plus bas. Le plus bas va rester donc le premier creux à ce niveau-là. Ensuite, la règle est vérifiée. La hauteur est bien inférieure à la moitié de l'amplitude du mouvement précédent. Voilà l'amplitude du mouvement précédent. Je projette ici sur l'axe des ordonnées pour voir en termes de points. Pareil pour la hauteur de ma figure qui est ici. Je projette, je vérifie la règle, tout est OK. Donc je suis bien en présence d'un double bottom. Ici, j'ai ma neckline, ma ligne de cou. Dès que j'ai cassure, j'entre ici à l'achat. Je projette la hauteur dans ce sens-là pour avoir mon objectif qui est atteint, donc un double bottom qui a été validé. Mais attention, je tiens à préciser que les doubles top, les doubles bottom ne sont pas constamment validés, donc ne pensez pas que c'est quelque chose qui va être validé à 100%. Voilà pourquoi il faut placer un stop loss. Le stop loss, bon, vous pouvez le placer à ce niveau-là. Ensuite, personnellement, ça, je vous ai mis les stop loss comme on nous l'a appris en école lorsque l'on faisait de l'analyse technique. Aujourd'hui, j'aurais tendance à plus resserrer mon stop loss. Effectivement, j'irai plus à ce niveau-là, voir ce niveau-là pour respecter la règle du R3. C'est-à-dire, il faut que mon objectif soit 3 fois supérieur à mon stop loss. Pourquoi? Je le répète, comme ça, lorsque j'ai un objectif atteint, et une seule fois, cela permet d'absorber 3 stop loss atteints. Donc, un gain me permet d'absorber 3 pertes consécutives. Donc voilà, tout simplement pourquoi le money management est extrêmement important et pourquoi un trader qui a 30% de bons signaux pourra avoir plus de performance qu'un trader qui a 75% de bons signaux mais un très mauvais money management. Ça fait partie, rappelez-vous le schéma, des choses qui font la différence. Vous avez donc tout ce qui est pattern statistique à gauche et à droite vous avez tout ce qui est money management. Ne vous focalisez pas uniquement sur ce qu'il y a au milieu, la boîte à outils. Donc, ensuite, vous avez également les triple top. De la même manière, pour les triple top, ce sont exactement les mêmes règles. La principale règle à ne jamais oublier, encore une fois, je le répète, cette règle, vous ne la retrouverez pas sur YouTube ou ailleurs sur Internet. C'est quelque chose vraiment d'académique que l'on apprend en école lorsque l'on fait de l'analyse technique. La hauteur inférieure à la moitié de l'amplitude, donc à appliquer également pour les triple top, à appliquer donc voilà, les triple bottom aussi. Je n'ai pas mis d'exemple de triple bottom, je pensais l'avoir fait, mais de la même manière que ce soit triple top ou triple bottom, vous avez compris l'esprit des figures chartistes. Ensuite, une figure chartiste qui va rejoindre ce que l'on avait dit, ce que l'on disait lorsque l'on parlait des ranges, c'est tout simplement le rectangle. Alors effectivement, le range est un rectangle et le rectangle est une figure chartiste. Donc soit vous achetez la borne haut, soit vous vendez la borne haut du rectangle et vous achetez la borne basse, soit vous avez cassure du rectangle avec confirmation par les volumes que c'est une cassure, et là dans ce cas-là vous avez une sortie de rectangle. La règle est la même, il faut que la hauteur soit inférieure à la moitié de l'amplitude du mouvement précédent. Voilà l'amplitude du mouvement précédent, voici la hauteur de mon rectangle, j'applique la règle, et là nous sommes OK, ça se voit il me semble, vous avez une grosse amplitude pour un
pour une petite hauteur. Pas besoin de le vérifier, hein, nous l'avons fait tout à l'heure pour voir l'exemple concret. Et ça, je tiens à préciser que ce sont des vrais graphiques actions, hein, que j'ai extrait moi-même pour bien vous montrer un peu ces figures-là. Donc les figures, vous pouvez les appliquer sur les actions, sur les FX, sur les indices, sur tous les actifs. Ça fonctionne vraiment très très bien aussi sur le FX, je tiens à le préciser. Vous en avez pas mal, hein, sur le Forex, de par la volatilité de ce marché-là. Donc ici, toujours la même règle, vous prenez la hauteur du rectangle, vous la reportez par le haut pour avoir votre objectif, donc en anglais votre target. Vous voyez que l'objectif a été atteint très facilement. Pour le stop loss ici, la règle communément, c'est de mettre le stop loss au milieu de votre figure, donc au milieu de votre rectangle. Si vous êtes plus expérimenté et que vous connaissez bien l'actif, vous pouvez resserrer votre stop loss. Mais attention, comme vous pouvez le voir, si j'étais entré en position ici, si j'avais un stop loss plus resserré, j'aurais pu être stoppé bêtement car ensuite le marché partait à la hausse. Donc il faut bien connaître l'actif aussi, connaître le niveau de volatilité pour pouvoir estimer si les cours ont la possibilité d'aller me stopper avant de repartir à la hausse. Donc la règle académique est de mettre le stop loss au milieu de la figure. Ensuite, à vous d'adapter à l'actif. Si vous le connaissez bien, vous pouvez resserrer le stop loss si vous connaissez un peu le niveau de volatilité de l'actif en question. Donc voilà par rapport au rectangle. Donc je me suis pas mal attardé. Bon, ça je voulais en parler. Je vais aller très vite là-dessus. C'est juste si je puis dire une petite piqûre de rappel, hein, par rapport au chandelier japonais. Ça c'est vraiment à savoir. Donc ça c'est une bougie baissière. Donc concrètement l'ouverture se fait à ce niveau, la clôture ici, car c'est une bougie baissière. Donc on ouvre à un cours qui est supérieur au cours de clôture. Ça va être une bougie rouge ou autre, hein. Vous pouvez changer les couleurs, ça n'a pas d'importance. L'important c'est de comprendre. Ça c'est une mèche, c'est la mèche supérieure, ici c'est la mèche inférieure, vous avez le haut de la mèche, le bas de la mèche. Donc voilà, et ça c'est le corps de la bougie. Tout simplement, ça c'est une petite piqûre de rappel. De la même manière pour une bougie haussière qui peut être bleue ou verte, hein, c'est à vous de décider la couleur que vous souhaitez mettre sur les bougies. Comme c'est une bougie haussière, nous avons l'ouverture en bas, la clôture en haut, car pour une bougie haussière, le cours d'ouverture est inférieur au cours de clôture. C'est évident, mais bon. Ça ne fait pas de mal de préciser. Donc voilà pour le petit rappel, car nous allons aborder à présent les configurations de chandeliers japonais. Les chandeliers japonais, la chose à connaître éventuellement, il faut connaître le long noir et le long blanc. Qu'est-ce qu'un long noir? Qu'est-ce qu'un long blanc? Concrètement, un long noir, c'est une bougie baissière qui n'a pas de mèche, qui a seulement un corps. Donc vous avez ici le cours d'ouverture, le cours de clôture, tout simplement. Le long blanc, c'est une bougie haussière également qui n'a pas de mèche. Bougie haussière, donc vous avez le cours d'ouverture ici, le cours de clôture ici. Ces chandeliers sont accompagnés normalement d'une augmentation des volumes et indiquent la naissance d'une pression vendeuse ou acheteuse. Donc là, j'essaie de vous apprendre comment lire, décrypter les bougies japonaises. Encore une fois, ce n'est pas le but, hein, de cette formation-là. J'essaie juste de vous donner quelques outils rapidement. Libre à vous d'aller creuser, d'aller chercher plus d'informations là-dessus sur Internet. Vous n'êtes pas obligé de connaître tout ça. Comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez trader simplement sur cassure de support et de résistance. Je vous donne seulement quelques outils pour peaufiner votre stratégie par la suite si vous le souhaitez. Alors concrètement, un long corps blanc, donc un long blanc, indique un retournement haussier. Un long noir indique un retournement baissier. Donc voilà, vous pouvez le voir simplement avec la lecture de chandelier japonais, sans indicateur, sans rien, sans avoir un trader professionnel qui vous donne des indications. Vous avez la possibilité par vous-même d'anticiper un retournement haussier ou baissier simplement en reconnaissant un long noir ou un long blanc. Après, bien entendu, si vous combinez cette information-là, cet outil-là, à un autre outil, plus un autre outil, effectivement, vous êtes beaucoup plus sûr de vous et cela vous permet d'être beaucoup plus à l'aise par rapport à la psychologie du trader. Donc vous êtes beaucoup plus confiant, donc vous pouvez tenir vos positions et vous éviter les erreurs de débutant tout simplement, car la psychologie est la chose selon moi la plus difficile lorsque l'on passe de la démonstration au réel. C'est pour cela que ça ne sert à rien de s'entraîner pendant des années en démonstration, car au bout d'un moment on sature, hein. Normalement en démonstration, honnêtement, une semaine, 2 semaines, voire ceux qui veulent prendre plus de temps, 1 mois grand maximum.
Ensuite, vous avez fait le tour. Le plus difficile est de travailler la psychologie et ça se travaille uniquement en réel. Et donc, si vous avez plusieurs outils à votre disposition, vous êtes beaucoup plus serein par rapport à la psychologie. Donc, ce biais psychologique aura beaucoup moins d'impact sur vous. Mais je le répète, ça ne sert à rien de s'éterniser en démonstration. Vous l'avez vu, je vous ai présenté plein d'outils aujourd'hui. En même pas 45 minutes, n'importe qui est capable de faire de trader sur les marchés. Ce n'est pas le plus difficile. La chose que je ne pourrais pas vous transmettre moi-même, c'est la psychologie. C'est à vous de franchir le pas en réel. C'est à vous de vous exercer pour justement travailler la psychologie. Nous allons passer à présent à d'autres configurations. Ce sont des choses que vous rencontrerez, que vous rencontrerez très souvent sur les marchés. Vous avez les dojis. Donc les dojis qui se forment lorsque la séance ouvre et clôture au même niveau. Ces dojis-là nous donnent une information très très importante, notamment une indécision sur le marché. Ces dojis-là sont la base de combinaisons de plusieurs chandeliers. Nous allons voir rapidement quelques combinaisons. Je vous invite soit à consulter l'analyse technique des marchés financiers de Murphy, qui énumère toutes ces combinaisons, ou bien sur internet, une simple recherche Google, tapez pattern de chandelier japonais, pattern de bougie, vous trouverez énormément d'exemples. Je vous laisse faire la recherche de votre côté, mais concrètement, concernant les dojis, vous avez le doji en croix, le doji porteur d'eau, le doji, la croix inversée, la pierre tombale, le dragon et le sans mèche tout simplement. Donc les dojis se forment, je le répète, lorsque la séance ouvre et clôture au même niveau et indique l'indécision sur le marché. Ces dojis-là peuvent être à base de plusieurs combinaisons, plusieurs configurations. Les plus communes sont, pour les retournements haussiers, le long corps blanc, nous l'avons vu, donc ce n'est pas une combinaison, c'est une bougie seule qui nous donne une information. Vous avez les structures d'avalement. Faites une recherche, vous verrez structure d'avalement, vous retrouverez toutes les structures d'avalement qui sont des combinaisons de 2 ou 3, voire 3 chandeliers, qui donc indiquent un retournement haussier. Vous avez également les lignes de contre-attaque. Faites une recherche également, malheureusement je n'ai pas le temps, cette formation devait durer une demi-heure. J'ai voulu vous donner un maximum d'outils et de précision, donc je suis allé un peu plus loin. Donc effectivement on parle sur le chat de Steve Nisson, effectivement, donc c'est au niveau de la littérature sur l'analyse technique, je vous le recommande également. Mais j'ai recommandé uniquement l'analyse technique des marchés financiers de Murphy. Car c'est un livre que nous avons tous, par exemple ici chez XTB. C'est quelque chose de très complet qui vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble du trading d'une manière générale. Ensuite, concernant les retournements baissiers, vous avez le long chandelier noir, nous en avons parlé. Vous avez ensuite l'étoile filante, la structure d'avalement, l'étoile doji et le bébé abandonné. Bon, ça peut être assez rigolo, vous pouvez faire des recherches par rapport à ces termes-là, mais vous verrez effectivement que ce sont des configurations de chandeliers japonais extrêmement puissants, et c'est tout simplement basé sur des statistiques, comme je vous l'ai dit. Ça a été étudié, on a vu que statistiquement dans les historiques, lorsqu'il y a combinaison de ces deux types de chandeliers japonais, il y a à 85% par exemple des cas un retournement haussier ou baissier. Donc c'est basé sur des statistiques, c'est des mathématiques, ce n'est pas du hasard. Le trading d'une manière générale, ce n'est pas du hasard, c'est basé sur des mathématiques, que ce soit des statistiques, des probabilités ou autres. Ensuite, vous avez tout ce qui est continuation haussière ou continuation baissière. Donc pour ça, vous avez les lignes de séparation pour les deux. Donc voilà un exemple de configuration de chandelier japonais. Je vous invite à faire une capture d'écran tout simplement, si vous voulez vous amuser à repérer ces configurations-là. Sinon, il y aura les replays. N'hésitez pas à nous contacter par email si vous souhaitez avoir les replays. Ça vous permettra de revoir ce slide-là. Car cette formation touche à sa fin. Je n'aurai même pas le temps de parler de ma stratégie de scalping. Je vais peut-être essayer de vous en parler brièvement. Ce qu'il faut savoir par rapport aux formations à venir, réservées cette fois-ci aux clients. Malheureusement, toutes les formations accessibles à tous sont terminées. C'était la dernière aujourd'hui. Les prochaines seront accessibles aux clients. Vous avez le 14 juin, le 21 juin, le 28 juin. Vous aurez également un webinaire sur Ishimoku, il me semble, le 26 juin, avec Karen Pelwal, spécialiste Ishimoku en France. Donc,
j'ai parlé d'Ishimoku au début, c'est l'indicateur que j'utilise depuis de nombreuses années. Donc Karen Pelloal m'a formé sur cet indicateur il y a 4-5 ans environ et depuis je ne trade qu'avec cela. Bon après j'ajoute des oscillateurs de temps en temps comme le RSI car j'aime bien avoir une indication sur le momentum, donc sur la force de marché. Karen Pelloal va vous parler de sa stratégie sur Ishimoku le 26 juin il me semble, hein, mais n'hésitez pas à nous contacter pour plus de précision là-dessus. Donc beaucoup de choses à venir en termes de formation. Si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez avoir donc les replays, vous pouvez nous contacter également. Envoyez simplement un email. Je vais vous montrer peut-être rapidement ma stratégie. Ensuite, je ferai certainement une formation détaillée pour les clients là-dessus. Donc simplement, comme je vous l'ai dit, j'utilise sur du 1 minute sur Ishimoku. Je vais donc mettre le nuage Ishimoku. Je vais enlever tout ce qui est Tenkan, Kijun et la Ginspan. Donc j'enlève toutes ces composantes de l'indicateur Ishimoku, je garde uniquement le nuage et je rajoute les bandes de Bollinger. Donc le nuage Ishimoku plus bande de Bollinger. Alors comment je vais travailler à ce niveau-là? Première chose, cette stratégie fonctionne uniquement lorsque nous sommes plus ou moins en range. Comme par exemple ici, et pas en tendance marquée, comme ici c'est une tendance marquée, donc là je vais utiliser les points pivots et travailler sur les cassures des points pivots. Lorsque nous sommes plus ou moins en range, ce que je vais faire, première chose, je regarde où se situent les prix par rapport au nuage. Ici nous sommes en dessous du nuage, donc je me mets en mode achat. Donc tous mes signaux seront des signaux d'achat. Lorsque je suis au-dessus du nuage, tous mes signaux seront des signaux de vente. Concrètement, voilà, donc ici nous sommes en dessous du nuage, je suis en mode acheteur. Pour acheter, j'attends simplement qu'il y ait une sortie de la borne inférieure des bandes de Bollinger. Ici, j'ai une sortie sur la borne inférieure de Bollinger, donc c'est un signal d'achat car je suis en dessous du nuage. J'achète ici, je mets mon objectif ici, au niveau du centre de Bollinger et voilà, donc tout simplement là ça a été atteint très facilement. J'attends encore un autre signal ici, j'ai un signal, donc j'achète, je mets mon objectif au milieu, ça a été atteint à ce niveau là. Encore une fois ici j'achète, je mets mon objectif à ce niveau là, ça a été atteint. On traverse le nuage, on passe de l'autre côté, donc je suis vendeur. Lorsque j'ai une sortie par le haut, je vends, je mets mon objectif au milieu ici. C'est atteint encore une fois. Ici, on est venu tester, mais on peut dire qu'on est sorti. J'estime moi personnellement, car je connais bien le DAX avec cette stratégie, ça fonctionne quand même. Ici, je vends, je mets mon objectif au milieu. Encore une fois ici, je vends, je mets mon objectif au milieu, et ainsi de suite. Donc cette stratégie, je la peaufine depuis très longtemps, honnêtement, ça fonctionne très bien. Ne l'essayez pas sur l'euro-dollar, ne l'essayez pas sur le CAC 40, ça fonctionne très mal en revanche, hein, je vous dis la vérité. Essayez-le simplement sur le DAX en 1 minute. Les meilleures heures sont éventuellement 8h15, 8h30. Vous avez une bonne séance de scalping d'une demi-heure devant vous, voire 3/4 d'heure. Sinon vers 15h également, c'est une très bonne configuration sur le DAX. Oula, là par exemple j'ai une belle traversée de nuages. Donc là je vais passer à la vente hein, très bientôt. À l'achat, pardon, excusez-moi. Je vais passer à l'achat très bientôt. Alors une chose à savoir pour cette stratégie là, c'est il faut avoir quand même un capital assez conséquent, car il faut aller sur de gros volumes, car les objectifs sont environ minimum de 5 points. Donc pour faire pour avoir une bonne espérance de gain, il faut essayer d'avoir un capital de 5 000 € sur le compte. Donc là ça devient pertinent effectivement. Donc voilà, donc j'ai essayé de tout vous présenter. Je ferai une présentation complète hein, par rapport à cette stratégie de scalping. Donc cette formation touche à sa fin, donc j'espère que vous avez appris des choses aujourd'hui, hein. Je vous ai présenté pas mal d'outils. Bon, effectivement, le mieux serait de revoir cette formation à tête reposée, vu que je vous ai montré pas mal de notions. N'hésitez pas à nous contacter au 01 53 89 60 30 de 8h30 à 20h ou par email à l'adresse suivante commercial@xtb.fr si vous souhaitez recevoir le replay de cette formation. Donc voilà, cette formation touche à sa fin. Je vous remercie pour votre présence et je vous dis à très bientôt. Au revoir.